Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Soulé et Eliam et on voulait traiter de la thématique de la durée des séances parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont envie de s'entraîner en force athlétique et qui n'ont pas forcément 2h30, 3 heures, voire 4 heures parfois à allouer pendant leur séance. Et du coup, l'idée d'aujourd'hui, c'était qu'on discute un peu genre de comment est-ce qu'on peut gagner du temps, de combien de temps il faut pour pouvoir s'entraîner et des différentes possibilités qu'on peut avoir pour répartir son temps de séance un petit peu différemment sur la semaine et globalement gagner du temps, quoi. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on travaille avec NutriPure. Comme d'habitude, vous avez 10% sur votre première commande avec le code stratège. C'est les meilleurs compléments du marché et c'est ceux qu'on utilise pour nous et qu'on conseille à nos athlètes. Donc, si jamais vous cherchez quelque chose de super, je vous recommande tout de suite d'aller sur le site de nutripure.fr. Bon, du coup, Souley et Iliam, aujourd'hui, le sujet, c'est le temps de séance. Ouais, C'est ouais. quoi le tips, si vous aviez un tips à donner à quelqu'un qui, je sais pas, on va dire qu'à. Moi, j'ai vu beaucoup d'athlètes qui avaient genre 6 heures par semaine pour s'entraîner. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme tips pour s'entraîner pendant 6 heures? Tips numéro un, en vrai, de skip les assists. Ça sert à rien du tout. Du coup, c'est déjà beaucoup de temps de gagner. Ouais. Il est bon, il est bon. On voit, il y a du métier là-dessous. Non, en vrai, des tips pour ce genre d'athlète-là, déjà, il y en a plein. Pas se mettre à paniquer, se dire que c'est foutu pour vous la force ou quoi, loin de là. Des astuces, il y en a vraiment beaucoup et on va vous en donner un bon paquet dans ce podcast, donc restez bien jusqu'à la fin. Dans un premier temps, moi, ce que je pourrais dire, et c'est là où je vois que la majorité des athlètes perdent du temps, c'est parler. Parler entre ces séries. En fait, quand on se chronomètre pas entre nos séries, le temps passe beaucoup plus vite. Et parfois, on a l'impression de prendre 3, 4 minutes entre des séries de squats. Et au final, on se rend compte que lorsqu'on sort le chrono vraiment, ben, on monte à 7, 8 facilement. Donc, on passe du simple au double très rapidement. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le conseil numéro un, c'est chronométrer ses temps de repos, histoire de ne pas s'éterniser. Moi, j'irais même plus loin. Je pense qu'il faut minuter ces temps de repos. Parce Ouais. que tu sais, quand Ouais. tu parles, tu sais, tu regardes pas ton téléphone, etc. Donc, je pense que le minuteur, le fait d'avoir un rappel sonore pour te rappeler que. Oui. En fait, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut y aller, c'est juste un rappel pour te dire, OK, là, ça fait 3 minutes, tu vois. Euh, Que tu saches un petit peu où t'en es. Mais en ouais, plus de ça, je pense qu'il faut se faire un peu violence parce que c'est facile d'avoir le minuteur qui sonne et de continuer, genre encore, et prendre 2 fois le temps de récup que tu avais prévu. Il faut essayer de s'imposer un peu, de se dire là, ça va sonner et il faut vraiment que j'y aille, tu vois. Mais quitte à être un peu plus réaliste avec le temps que tu mets sur le minuteur, tu vois, genre mettre un temps peut-être un peu plus long, mais vraiment le respecter, plutôt que mettre 2 minutes et au bout de 2 minutes, être en mode ah, mais je suis encore crevé et attendre une durée qui est vraiment beaucoup trop longue, tu vois, genre. Hmm. et je pense aussi que ça peut faire peur du coup lorsqu'on vous dit ça, parce que peut-être que vous avez pris l'habitude de prendre des temps de repos un petit peu plus longs, etc. Mais il ne faut pas avoir peur. Peut-être que dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'un petit temps d'adaptation, mais même prendre des temps de repos un peu plus courts, ça peut améliorer votre condition physique. Vous allez pouvoir encaisser plus de volume en moins de temps, vous allez pouvoir même relancer votre progression, en fait, rien qu'avec ce petit tips. Donc parfois, ça se joue vraiment à rien, quoi. Ouais, et d'autant plus que, en fait, j'ai l'impression que, tu sais, on part souvent du principe que quand tu as une série qui est vraiment très intense, etc., il faut 5, 6 minutes, parfois plus. En fait, je me rends compte que, enfin, la plupart de l'entraînement en force, en fait, enfin, la majorité des séries, elles sont assez submax. En principe, on est quand même censé avoir de la réserve. Et donc, en fait, ce que tu as besoin, c'est plus un peu, enfin, tu vois, un temps pour reprendre tes esprits, un temps pour te reconcentrer. Mais les muscles, ils sont pas vraiment mis à rude épreuve comme ça pourrait l'être sur un exercice, tu vois, d'accessoire sur lequel tu es vraiment allé très proche de l'échec, quoi. Je dirais que la majorité des séries à l'entraînement, elles sont effectuées, allez, je vais dire, entre 2 et 4 reps en réserve. Globalement, tu vois, c'est pas une fatigue qui implique de devoir prendre absolument 7 minutes de repos, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Je sais pas si Yam, tu veux donner un tips ou bien je continue à débiter. Moi, c'est mon thème favori, gagner du temps. Ouais, non, je veux dire quand même, peut-être enfin, accepter de s'entraîner à des RPE légèrement plus élevés. C'est sûr que prendre 10 minutes de repos entre des séries de RPE 7-8, ça va quand même faire une différence sur le ressenti de la série. Genre, c'est indéniable. Mais des fois, en fait, on n'a pas forcément besoin de passer toutes ces séries en étant RPE 6. Genre, le travail, il est fait et c'est pas parce que le ressenti sur le moment est un peu moins bon que le résultat sera moins bon aussi. Et puis, ça booste un peu aussi la capacité à récupérer, en fait. S'habituer à s'entraîner avec des temps de repos plus courts, au final, c'est aussi gagner en capacité de travail et ça peut vraiment servir un peu plus tard quand on a un peu plus de temps de s'entraîner, pour même rajouter des séries, parce on arrive à mieux récupérer dans la séance.
Moi, en vrai, je suis pas hyper d'accord avec toi dans le sens où, en fait, pour moi, à partir du moment où il y a besoin vraiment d'un gros temps de repos, tu peux pas trop faire l'économie dessus. Mais juste, je pense que il y a beaucoup d'athlètes qui ont l'impression qu'ils ont besoin d'un gros temps de repos et en fait, c'est pas le cas, tu vois. C'est pas tellement que le fait de prendre 8 minutes, ça va leur permettre d'être plus frais, c'est que, en fait, au bout de 8 minutes, ils vont plus du tout sentir l'effet de la série d'avant, mais je veux dire, à partir de 3 4 minutes, ils sont déjà prêts à y aller, en fait et potentiellement faire le même RPE. C'est juste qu'ils ont besoin de, tu sais, de cool down, de limite passer à autre chose et d'avoir l'impression d'avoir une entracte entre chaque série. Après, ça dépend du nombre de reps aussi. Il y en a, Ouais. ils ont zéro condition physique, ils font 6-8 reps et ils sont essoufflés pendant 5 minutes. Et effectivement, si tu retournes sous la barre en étant essoufflé, bah, ça peut poser un problème. Mais oui, oui, globalement, je suis un peu d'accord avec vous deux. Et je dirais même en fait que globalement, en fait, tu as besoin de plus de temps de récup quand tu as des séries qui sont plus longues, en fait. Parce que tu vois, Ouais, il y a bah oui. beaucoup plus cette notion de stress métabolique, etc. Alors que, tu vois, sur même une rep qui est difficile, ouais, tu as besoin d'un peu de temps pour prendre tes esprits parce que ça cingle, tu vois. Mais bon, bah, concrètement, tes muscles, ils sont pas cuits. Tu vois, ton système nerveux, si tu pas fait n'importe quoi toute la semaine, en principe, ça devrait y aller. Ça devrait aller, quoi. Ouais, 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 de fou. De fou. Et je pense une partie sur laquelle on pourra durer un petit peu plus longtemps, s'éterniser un petit peu plus, c'est vraiment les warm-up en fait. Parce que ce Ouais, soit l'agencement des warm-up, le nombre d'exercices, comment faire ces exercices, les montées en gamme, enfin, il y a tellement de trucs à dire sur les warm-up. ouais, je suis d'accord. En fait, déjà, moi, le premier truc dont j'ai envie de parler au niveau de l'échauffement, c'est vraiment la notion d'exercice pour préparer un autre exercice. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai l'impression en fait, il y a beaucoup d'athlètes en force athlétique qui ont des petites douleurs à droite à gauche parce que leur stress à l'entraînement ou leur récup, elle n'est pas au point. De toute manière, ça va ensemble. Et en fait, qui ont l'impression qu'il y a des exercices magiques qui vont faire partir leur douleur. Alors qu'en fait, ces douleurs, elles sont juste masquées par, tu vois, de l'isométrie ou tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, c'est juste. En fait, c'est pas que tu fais pas les exercices qu'il faut avant de faire ta série, c'est pas que t'as pas trouvé l'échauffement magique, c'est juste que t'as un stress à l'entraînement qui est mal géré ou t'as une récup qui est pas optimale par rapport au stress que t'encaisses. Ouais, c'est souvent ça. Et du coup, après, on se retrouve à avoir des routines d'échauffement un petit peu à rallonge. Après, moi je nuancerais un petit peu. Parfois, il y a des exercices pour le coup qui font vraiment du bien, mais il n'y en a pas 1000. Tu vois, c'est ça la différence. Et si tu te dis que tu dois faire ton goblet squat, ton isométrique, ta mobilisation à l'élastique, tes ci, tes ça, tes étirements, tes machins, après, tu te retrouves avec un truc qui dure plus de 30 minutes. Et là, effectivement, ça peut poser problème si jamais tu dois faire attention au temps que tu passes à la salle. Mais s'il y a un exercice particulièrement que tu as ciblé qui te fait du bien, tu peux le faire, c'est pas un problème. Et une fois que tu as fait tes 2-4 minutes de vélo, que tu as fait ton petit exercice et que tu entames ta montée en gamme, eh ben, tu es dedans et tu n'as pas besoin de passer 1000 heures à faire 1000 exercices et à faire un petit peu de cirque, tu vois. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que pour un protocole d'échauffement, supposons que allez, tu mettes 5 minutes à faire ton vélo, que tu mets allez, 3 exercices. Les exercices, honnêtement, ils vont pas te prendre plus d'une minute, tu vois. Ça veut dire Ouais, ils que vont en être. théorie, en 8 minutes, tu dois être capable d'aller sous la barre, tu vois. Genre, je grossis un peu le trait, mais disons 10 minutes, tu dois être sous la barre, en fait. Ouais, 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 bah, puis il faut, en fait, les exercices d'échauffement aussi, il faut les enchaîner. Il y en a beaucoup qui font leurs exercices d'échauffement un peu comme si c'était des exercices principaux et ils Hmm. prennent leurs 3 plus minutes de repos entre le bird dog et le dead bug. Enfin, ça, euh, enchaîne, tu vois, garçon, au bout d'un moment. Je sais que c'est pas un sport de mec sportif, mais fais un effort, tu vois. Ouais, Ouais, moi, je suis quand même, à nuancer parce que je trouve quand même que le moment où tu t'échauffes, c'est quand même un moment où c'est smart quand même de venir intégrer des routines peut-être que tu as de réhab ou je sais pas quoi dedans. Je trouve que c'est un moment où tu sais que si tu sais que ta réhab, elle te met dans un état tu vois, de sensation et tout, où tu es assez à l'aise pour accéder à certaines amplitudes et tout. Moi, je dis pourquoi pas te dire, accepter que tu vas allouer un peu plus de temps à ce moment-là. Mais je pense que c'est à gérer quand même avec globalement le temps que tu as sur l'exercice à passer, tu vois. Ouais, après, au niveau des routines de réhab, si le spécialiste avec lequel tu bosses est bon, bah, il va faire en sorte de caler un maximum de bénéfices en un minimum de temps, tu vois. Moi, par exemple, j'ai bossé avec Brian jusqu'à maintenant et au tout début de la collaboration, il m'a dit, bah, écoute, tu as combien de temps à allouer à ton échauffement? Tu as combien de temps à allouer à telle routine en dehors des entraînements, tu vois. Et je pense là, je vais lancer une grosse hot take. Tout le monde va se prendre une balle perdue. Je vise personne en particulier, je le dis. Mais pour moi,
je dis bien pour moi, il y a des spécialistes en réhab, etc., qui mettent juste 1000 exos en espérant qu'il y en ait un qui marche et ils veulent pas l'avouer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En mode, tu fais un En tir fait, de but, t'espères qu'il y en a un qui touche, tu vois. tu fais tout le catalogue des exercices de réhab, tu vas forcément cocher les bons, tu vois. Ouais, mais c'est que justement, quand tu es avec des athlètes qui sont en temps limité, ils vont jamais passer suffisamment de temps sur tous les trucs et le faire avec l'intensité qu'il faut. Enfin, la capacité à l'athlète de vraiment s'appliquer sur toute ta liste d'exos, elle n'est pas maximale. Du coup, en fait, en inondant, tu vois, d'exercices, même si peut-être dedans il y en a des bons, en fait, tu fais que le mec, il va pas mettre l'intensité qu'il faut et allouer les ressources qu'il a, tu vois, sur le truc qui va vraiment l'aider, en fait. Donc, C'est ça, même s'il y a le bon exo dans la liste, bah, vu qu'il ne sera pas fait avec la bonne intention, comme tu le dis, il ne marchera pas aussi bien. Mm. ouais. Donc, raison de plus, tu vois, d'essayer de raccourcir en fait la liste d'exos, surtout si tu sais qu'il y en a un qui est vraiment plus important que l'autre, quitte à passer un peu plus de temps dessus et virer peut-être des trucs qui ont l'air un peu superflus. Ouais, c'est ça. D'autant plus que si on est vraiment dans une optique d'analyse, en fait, plus tu vas avoir de variables, plus ça va être difficile de traquer, donc tu vas pas savoir ce qui te permet d'aller mieux. Et tu vois, tu disais un truc tout à l'heure, Eliam, tu disais, ouais, enfin, il faut pas chercher à speedrun ton échauffement, il faut pas chercher à aller le plus vite possible. Mais pour moi, justement, la question, c'est pas de chercher à aller le plus vite possible, c'est prendre son temps, mais être plus attentif au moment où tu sélectionnes les exercices, tu vois. Genre, comme tu disais, c'est juste accepter que tu as moins de ressources et du coup, plutôt que d'en faire plein et de les faire mal, vaut mieux en faire moins, mais les faire bien, tu vois. De ouf. Et c'est le meilleur moyen d'avoir de bons effets. En fait, je vais faire un parallèle avec les exercices d'assistance. Il y a plein de mecs qui se plaignent de ne pas être suffisamment musclés, etc. Souvent, l'excuse, c'est la génétique ou le fait que tu aies un travail, etc. Et en fait, il y a énormément d'athlètes qui ont un travail qui est très prenant, qui ont très peu de temps, qui n'ont pas forcément la génétique optimale pour devenir Lou Ferrigno, tu vois. Mais en fait, ils ont un ou deux exercices, ils se donnent bien dessus. Et ça fonctionne beaucoup mieux de faire ça plutôt que de mettre 8 exercices d'assistance et de mal faire les 8, en fait. Genre, à choisir, il vaut mieux en avoir moins, mais les faire avec une certaine qualité. Alors que si tu fais tout mal, bah, tu auras juste. En fait, tu chasses plusieurs lièvres à la fois, et au lieu d'avoir un peu de chaque, tu n'en auras juste aucun. Mais de Et toute surtout, en manière, fait, c'est. Comment? le fait de multiplier les exercices, ça fait que en fait, tu passes plus de temps à changer d'exercice qu'à faire un exercice, tu vois. Et du coup, tu perds encore plus de temps, tu vas faire un setup, à mettre ci, ça et tout. Alors que tu rajoutes une série sur chaque exercice, t'en enlèves trois, par exemple, je sais pas. Genre, tu es beaucoup plus rapide au final. Ouais, de fou. Et de toute manière, ça se vérifie, la comparaison de Romain avec les exercices assistance. Ça se vérifie complètement avec les anciens des salles, tu vois. On les voit, les bougs qui sont arrivés en 2012, qui poussent la fonte depuis des années et des années. Ils sont là tous les jours, ils font 8h midi, 14h, 17h, c'est leur taf limite. Et tu vois qu'ils ne progressent pas des masses, en fait. Et pour moi, bah, déjà, il y a plusieurs raisons. Déjà, ils ne mettent pas suffisamment d'intensité. Mais le fait qu'ils ne mettent pas suffisamment d'intensité, ça peut être lié au fait qu'ils veulent juste tourner sur toutes les machines de la salle en arrivant, en fait. Ouais, et c'est pareil, c'est le même truc, c'est se dire, ok, tu fais toutes les machines, il y en a une qui va fonctionner, du coup, un jour, tu Ouais, vas les toutes. Mais c'est une dinguerie, hein. Genre, c'est des gens vraiment, j'ai l'impression que peu importe l'heure à laquelle tu viens à la salle, ils sont, trop, ouais. ils sont toujours là. Ah, c'est trop, T'es vraiment. tout le temps là, toi. Et paradoxalement, ils bougent pas, hein. Mais oui, c'est ceux qui progressent le moins. En fait, ils sont là et ils font partie du décor de la salle. C'est comme la plante verte à l'entrée. T'as de la chance, t'as une plante verte toi, à l'entrée. Après, un tips quand même que je donne, que je peux donner, c'est quand même sur les échauffements, peut-être même rien qu'avoir une note avec l'enchaînement des trucs que tu vas faire sur ton échauffement, tu vois. Même s'il n'y a pas beaucoup de trucs, en fait, le fait d'arriver comme ça, de réfléchir, ah ouais, qu'est-ce que je fais avant le bench, ou je sais pas quoi, et tout ça, ça t'enlève toute la réflexion, tu vois. Moi, quand j'arrive pour squat, genre j'ai ma liste, tu vois, je fais mes exos et je déroule juste, et en fait, ça me met juste dans le, tu vois, dans la boucle, tu vois. Genre, je sais qu'en faisant ça, même mentalement, tu vois, j'ai le temps de me préparer mentalement à aller sur les barres sur lesquelles je dois aller, genre. Merci beaucoup pour ton écoute du podcast, j'espère que ça te plaît. Si tu veux aller plus loin, je te propose d'accéder gratuitement à notre atelier. Dedans, on t'explique comment on a aidé 500 athlètes à débloquer 100 kg sur leur total. Je te préviens, il n'y a pas de formule miracle, mais si tu es un athlète passionné et que tu as l'impression d'avancer au ralenti, ça peut t'aider à progresser plus facilement.
Ouais. Après, je sais que vous parlez beaucoup d'enlever les exercices. Moi, j'avoue que c'est un peu un CSC parce que ma routine d'échauffement au squat, elle est un peu longue. Mais quand même, j'essaye de raccourcir au max, tu vois. Genre, il y a plein d'exercices, je les fais. Et à chaque fois, je me demande, est-ce que ce truc-là, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un doublon par rapport à cet exercice que je fais, genre, d'un point de vue que ça me permet d'accéder articulairement et tout ça. Et des fois, je vais faire des tests. Genre, il y a un exo, je vais arrêter de le faire. Et je vais dire, mais en fait, tu vois, je me sens pareil à peu près. Et du coup, petit à petit, j'essaye de vraiment cibler et de me dire, en fait, ces exercices-là, ils ont vraiment, tu vois, genre, enfin, ça, c'est une loi de Pareto, tu vois. C'est-à-dire, dans ta liste, tu as vraiment 20% d'exercices qui vont faire 80% de ton ressenti sous les barres. Et il y a vraiment plein de trucs que tu peux virer, en fait. Donc, Moi, je me rends compte aussi il y a beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup de petits exercices, entre guillemets, tu vois, où, par exemple, moi, je vois des athlètes qui font du RDL à vide, ou tu sais, avec 10 kilos, qui essaient de se concentrer sur la contraction, l'étirement, etc. Tu vois, c'est très bien, mais en termes d'effet, ça aura toujours moins d'effet qu'un RDL qui est bien fait avec beaucoup plus de charge, en fait. Genre, Ouais. si le mouvement est, moi, je vais prendre un exemple. Allez, je vais balancer une petite anecdote. Quand j'ai eu tu sais, mes douleurs au dos, là, j'ai J'étais été voir. paralysé. Pardon? Quand j'étais paralysé, C'est ça. J'ai été voir un kiné. Et en fait, il m'a fait faire un tas de trucs. Tu vois, il m'a fait faire, je sais pas, plein de trucs bizarres sur des boss balls, etc. Il m'a dit, t'inquiète, on bosse les muscles profonds, tu vois. Donc moi, je me disais, bon, écoute, on va être patient, c'est remboursé par la Sécu. Et le gars, à un moment, il m'a fait faire des trucs. Et tu sais, c'était des exercices que j'avais déjà fait 1000 fois à la salle, tu vois, mais genre beaucoup, beaucoup plus léger. Par exemple, à un moment, on avait fait du pal of press, tu vois. Et il me dit, ah bah, je vais le faire avec toi, etc. Et le gars, il avait pris un élastique, mais tu sais, genre ridicule, le truc, on aurait dit une corde à sauter, tu vois, 5 kilos. Et il commençait à faire son truc comme ça, il me demandait de faire pareil. Enfin, tu vois, moi, 5 kilos, je sentais rien. C'est un exercice que je fais depuis des années avec des bandes d'élastique qui sont plus résistantes que ça. Et je lui dis, ouais, tu vois, je remets pas en doute votre travail et tout, mais genre, c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire avec beaucoup plus lourd, donc je suis pas sûr que avec une charge qui est genre 5 à 10 fois en dessous, il se passe quelque chose, quoi. Il me dit, si, si, t'inquiète, c'est juste que ça travaille pas les mêmes muscles, c'est des muscles profonds, tu vois. Et en fait, cette anecdote, en fait, ça me fait rire parce que j'ai entendu plein de fois des pratiquants qui sortaient des trucs un peu du même style en mode, je sais pas si c'est un problème de connaissance en biomécanique ou quoi, mais qui te disent non, mais là, je fais tel mouvement, mais c'est pas la même chose que ça parce que, tu vois, alors qu'en fait, le mouvement, c'est une flexion de hanche, la position, c'est, tu vois, c'est la même, l'ischio, il est tiré de la même manière, etc. Enfin, tu vois, si t'as pas une charge conséquente, il se passe rien, quoi. t'as rien compris, Romain. En fait, quand tu es instable, ça veut dire que tu travailles les muscles profonds, en fait, de stabilité. En général, un truc qui peut être intéressant, si tu demandes ah ouais, quels muscles, tu vois, genre lesquels, les nommer. Et là, en général, il y a le silence qui prend la parole, ça prend le mieux, tu vois. ouais, de ouf, de ouf. Mais ouais, en vrai, carrément, ça fait sens. Et derrière, ce qui va être important aussi, ça va être d'apprendre à gérer ses bons, en fait, sur ta montée en gamme. Moi, j'ai connu tellement d'athlètes, quand je leur demande sur l'appel de début de suivi, ils me disent ouais, alors, quand je présente le calculateur de gamme d'échauffement, tu vois, sur le sheet, là, je dis ouais, bah, en gros, ça va faire des chiffres un peu bizarres, c'est un calculateur, mais en gros, tu fais entre 4 et 6 séries de chauffe. Et il m'a dit ouais, alors moi, je crois que j'en fais un peu plus. Et je lui ai dit ah ouais, bah, par exemple, tu fais quoi sur ta montée en gamme? Il m'a dit alors je fais 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Et c'est monté comme ça jusqu'à genre 160. Et j'étais là, j'étais en ah, tes séances, elles durent combien de temps? Et bah, du coup, bah, c'était un étudiant, donc il s'en foutait, mais on a pu optimiser de ce côté-là. Et en plus de gagner du temps, énormément de temps sur ces séances, parce que bah, tu as ça sur les 3 mouvements, et bah, en plus de ça, il se sentait plus frais sur ses top 7. Ouais, parce que mine de rien, l'échauffement, même si c'est des charges qui sont plus légères, si tu veux bien les faire, ça prend quand même un minimum d'énergie au niveau cognitif, tu vois, juste de se concentrer correctement. Mais moi, je le vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui font ça parce qu'en fait, leur première série d'échauffement, elle leur sert à rien, tu vois. Ils mettent pas suffisamment d'intention, ou alors techniquement, ils sont pas suffisamment au carré, et du coup, ils ont l'impression d'avoir besoin de plus de pratique. Et en fait, moi, ce que j'ai observé, c'est que plus les pratiquants sont expérimentés, plus les bons à l'échauffement peuvent être importants sans conséquence, en fait. De ouf.
Bah, c'est comme Eliam l'autre jour à la compétition, il avait pas warm-up, il a tiré 300 en jean, tu vois. Après, est-ce qu'on peut faire un disclaimer? C'est une bonne idée de faire ça ou pas? Ouais, je pense que c'est pas une très bonne idée, mais Moi, je vais pas lui jeter la première pierre. J'ai tiré 2,70 sans warm-up en tradi aussi, donc c'est bon. Mais en vrai, pour prendre un exemple, Eliam, toi, t'as un terre à 3,55, c'est ça? ouais, 3,50, Ouais, j'allais dire. 3,48. Ok. À, genre, une séance type, imaginons que tu montes à, je sais pas, à 300 pour tes séries. Ça va ressembler à quoi comme ta gamme de chauffe? Franchement, je fais quand même 70. Ok. Moi, je fais Ouais, pas 70, hein. Moi non déjà, plus. déjà, je tiens juste à dire, les trucs avec la barre à vide et tout, en fait, tu commences à faire des mouvements que tu feras pas du tout sur ton compte. Je trouve ça limite inutile. Tu vois, un poids qui est insignifiant et tu fais des mouvements. Enfin, si tu essaies de faire un air deadlift avec une barre, tu vois, genre, tu es dans une position qui n'a rien à voir, tu vois. Donc, je trouve ça c'est déjà un truc que tu peux enlever. Je commence quand même avec 70. Je fais 120, 170, 220, 270, 300. Franchement, je m'attendais à mieux. Moi, si je m'attendais à mieux, j'avoue. Parce que moi, à l'époque de mes belles années, ça faisait 120, 220, 270, 300. Mais même moi, en fait, je vais te dire 70, je le fais plus. En fait, je le fais plus parce que j'ai l'impression que si je tire le slack, tu sais, je me sers un peu du poids de la barre, j'arrive pas à me placer en fait. Et là, tu sais, en fait, ça me fait prendre des mauvaises habitudes avec des charges qui, de toute manière, en termes d'échauffement, sont insignifiantes, tu vois, même si j'ai pas un terre à 3,48. J'ai l'impression que ça m'échauffe pas plus que ça, et au contraire, ça me fait prendre de mauvaises habitudes. Pour Donc, moi, à partir du moment où tu tires plus de 250 kilos, la barre à 70, elle est plus nécessaire. ouais, je suis d'accord. En vrai, c'est surtout des réflexes de quand je tirais en Wi-Fi. Et c'est quand même une technique qui est assez traumatisante. Genre, claquer en Wi-Fi une barre à 120, sans être prêt, tu vois, Ouais. tu vois, ça peut faire des trucs bizarres. À ce moment-là, pour quelqu'un comme toi, j'aurais tendance à faire sauter la 120. Je ferais 70, 170. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est juste qu'en fait, à 120, j'aime bien faire des RDL un peu. Bah, fais à 170. En fait, on est en train de faire un gros contre son camp parce qu'en fait, Eliam, il fait exactement ce qu'on dit de pas faire. Franchement, non, parce que même si je fais les barres là, tu vois, j'enchaîne. C'est-à-dire, je fais 70, je vais mettre 120 direct et tirer dessus, tu vois. Genre, Ouais, je vais speedrun vraiment entre 70 et 220. Il n'y aura même pas 5 minutes, tu vois. Après, je vais attendre peut-être 3 minutes pour faire de 70. Et au final, ma montée de gamme au deadlift, elle est super rapide. ouais, elle se fait même pas en 10-15 minutes, quoi. En vrai, Mais moi, déjà, ce que je peux recommander, c'est si tu es tout seul à tourner sur ta barre, pas de temps de repos entre les séries. À part si tu es vraiment sur où tu montes sur un gros top set, etc. Moi, c'est un truc que je fais bah, de toute manière parce qu'en ce moment, j'ai moins de temps pour m'entraîner. Même sur mes séries lourdes, si je peux, je prends pas de temps d'échauffement. Enfin, je prends pas de temps de repos entre mes barres de chauffe. Genre, je vais faire 60. Imaginons, je fais un squat. Imaginons que je doive monter à peut-être de 40. Je vais faire 70, 120, 170, 200, 220. Et peut-être entre 220 et 240, je vais prendre un temps de repos. Ouais, ouais, je rajouterais même peut-être entre l'avant-dernière de chauffe et la dernière de chauffe. Oui, oui, oui. Et ouais, ouais, en soi, oui. Et ça me fait rire parce que juste tout à l'heure, à la salle, euh, j'ai commencé à m'échauffer. Il y avait un mec qui passait au squat et on se connaissait pas ni rien. Il m'a dit que je pouvais tourner avec lui si je voulais, mais je savais pas qu'il y avait combien sur sa barre. En fait, il y avait que des bumpers et tout. Et je me suis dit, allez, bah, bismillah, on y va, tu vois. Et je suis passé sous la barre, j'ai fait mes warm-up. Et bah, je me suis focus parce que je savais pas il y avait combien, je voulais pas me faire humilier, tu vois, rester écrasé en bas. Et après, je prends le temps de compter et tout, et je vois, il y avait 130. Ça veut dire que j'ai commencé ma montée en gamme au squat à 130 là. Et ça m'a pas fait spécialement peur, mal. non, mais en vrai, je pense que le poids auquel tu peux commencer, en soi, c'est plus élevé que ce que j'en ai pense. Tu vois, là, comme toi, là, ça fait peut-être aller 3 semaines que je suis arrivé en région parisienne et les salles, elles sont bondées. Donc, en fait, déjà, il faut prendre en compte que quand tu vas tourner avec des gens, plus tu vas vouloir faire de barres, plus ça va multiplier le temps de chauffe, tu vois. Donc, Ouais, maintenant, je joue à un petit jeu. C'est-à-dire que quand il y a un banc de bench qui est installé, genre, peu importe le poids qui est dessus, et si c'est à moins de 150, genre, je me dis, vas-y, laisse la barre et je fais ma première barre de chauffe, tu vois. Donc, un petit jeu. Joue à un jeu. ça veut dire, tu vois, en vrai, et je me suis rendu compte qu'en vrai, genre 70 au bench, tu vois, même ça, tu vois, Ça change rien. ça change pas grand-chose, tu vois. Et
Vraiment, moi, mon but, et vraiment, c'est un tip que je donne quand même, parce que c'est non négligeable. Tu vois, je suis allé coacher l'autre jour là, à la compète à Villefranche. Il y a- C'était super serré. C'était impossible de faire, de faire beaucoup de barres de choses pour les athlètes et tout. Donc, en fait, être capable d'encaisser des gros jumps, c'est un skill déjà qui s'entraîne à l'entraînement et qui est grave utile quand tu as un peu des conditions un peu bizarres, tu vois. C'est-à-dire, si tu as un athlète qui peut facilement dire, vas-y, je vais faire un jump de 50 au lieu de faire 25, c'est game changer, tu vois. Tu fais le moins de barres de chauffe possible, tu arrives. Donc là, j'essaye de développer le jump au bench 120, 170. Il y a besoin de faire 2-3 barres max en salle de Ouais, il est jump. balèze ce jump. Hein. Mais tu sais que moi, ça m'arrive aussi régulièrement sur le bench de commencer à 120. Mais tu vois, parce que en fait, je ne sens pas forcément de nécessité de faire en dessous. Et si je me sens pas hyper. Enfin, déjà, quand je sens la barre lourde, c'est une fois sur une parce que je suis mal placé. Et quand je me place bien, bah, je ne sens pas de différence. Et à la rigueur, effectivement, quand je tourne avec plusieurs personnes et que tu vois, je ne peux pas faire trop de barres, bah, à ce moment-là, je fais juste plus de reps en fait. Tu vois, au lieu de faire, je sais pas, 3-4 reps à 120, peut-être je vais en faire 5-6 pour m'échauffer. Puis après, tu vois, j'augmente. Ouais, c'est clair. Il y a juste des Ouais. jours où la première rêve que tu vas faire là, elle sera un peu bizarre, mais Mais enfin, même pas, hein. échauffement en fait. Genre après, tu fais 2-3 reps de plus et au final, tu t'en ressors, tu es prêt pour monter, tu vois. Genre. Donc, Ce que tu disais vis-à-vis du skill de taper des gros jumps et tout, moi, ça m'a été archi utile au championnat du monde. Parce que, en gros, pour faire un petit résumé, après le bench, c'était vraiment très serré entre l'italien, l'anglais et moi. Et en gros, pour pouvoir pas de l'avance, mais prendre la première position provisoire avec les openers au deadlift, je devais ouvrir 10 kilos au-dessus de ce qu'on avait prévu, tu vois. Et quand les coachs m'ont dit ça, ils s'attendaient à ce que je veuille faire une barre de chauffe en plus ou quoi. Je venais de taper mon last warm-up. En gros, il restait quasiment plus de temps avant le début du plateau. de Comment 70, de 70. Je sais plus si c'était 70 ou 60. Ok. Et moi, j'avais prévu d'ouvrir à 2,90. Et ils m'ont dit qu'il fallait que j'ouvre à 297 pour pouvoir prendre la main. Et je leur ai dit, bah, vas-y, il n'y a pas de galère. Et je suis allé sur le plateau sans appréhension aucune parce que 2 semaines avant, je faisais un jump de 2,70 à 3,15. Donc, en soi, je sais que ce jump-là, je peux le gérer. Je l'ai géré plusieurs fois à l'entraînement, donc il n'y avait pas de galère. Et la 2,97, elle est montée aussi vite que ce que j'aurais monté à un 2,90, tu vois. Hmm. Et encore une fois, je pense que c'est important aussi de le notifier, c'est que on fait pas la promotion de genre ne pas s'échauffer et de faire les plus gros jumps possibles. C'est juste que je pense qu'il y a beaucoup Et de après, gens qui se forcent à faire plein de petits jumps, pas par nécessité, mais parce que tu vois, mentalement, ils sont conditionnés, qu'ils ont l'habitude de faire ces jumps-là, et ils ont l'impression que c'est nécessaire, alors que pas du tout en fait. Moi, je rajoute quand même un avantage vraiment colossal, c'est que en fait, quand tu arrives à 120 et que, je sais pas, par exemple, d'un coup, tu vas devoir tirer de 20, en fait, l'activation, tu vois, l'activation nerveuse, tu vois, elle va être direct importante. En fait, tu vas te dire direct, là, il faut direct que je rentre dedans. T'as pas le temps de te dire, ouais, je vais faire 120, 130, tu vois, où tu vas monter progressivement et tu vas jamais vraiment être directement confronté à un truc qui peut potentiellement être dur. En fait, directement, tu arrives à une barre où là, tu te dis, il faut que je sois bien techniquement, tu vois, sinon, ça va être bizarre, tu vois. ouais, c'est ça. En fait, c'est un double tranchant, les gros jumps. Mais à partir du moment où tu tapes un last warm-up vraiment très loin de la charge de ton top 7, ça te force à te mettre dans un état où tu te dis, c'est impossible que je la passe pas. Tu vois, même si je sais pas ce que je vaux, le last warm-up, il est 50 kilos en dessous, mais je suis obligé d'y aller et de la tabasser, tu vois. Et ça, moi, je kiffe trop. Et vraiment, moi, je trouve que ça rajoute de l'adrénaline, tu vois, t'es là. Ouais. En fait, tu sais pas. Et le fait de pas savoir, c'est exceptionnel. Genre, Peut-être la passe RPE5, peut-être elle décolle pas, on ne sait pas. ouais, c'est ça. Et du coup, tu dois mettre toutes tes ressources. Mais ça va être subsiste, hein, mais tu mets quand même toute la patate. Ouais, mais enfin, pour moi, c'est un truc de fou. Mais en fait, surtout le truc, c'est que qu'on se mette d'accord, faire des gros jumps, ça veut quand même dire genre faire 3-4 séries de chauffe. Oui, 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 bah oui. Genre, moi, ça Et m'arrive de faire beaucoup moins, tu vois. Je vais pas mentir, ça m'est déjà arrivé de faire des séries de bench à 160 avec une série de chauffe, tu vois. ouais, C'est pas mes meilleures séries, mais ça m'est déjà arrivé. Mais non, je pense que enfin, je recommande ouais, gérer minimum 3 séries de chauffe. ouais, 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 bah oui, moi je dirais au moins ouais, 3-4. Mais en gros, quand on dit faire des gros jumps aussi, c'est relatif par rapport à votre AR. Faites pas des jumps de 50 kilos si vous avez un max à 120, tu vois, ça fait pas sens. Hmm.
Mais plus tu vas être expérimenté, plus tu vas être fort, logiquement. Si ce n'est pas le cas, envoie-nous un petit message. Mais plus tu es fort, plus tu as des grosses barres. Et plus tu as des grosses barres, plus tu peux faire des gros jumps. Ça veut dire quelqu'un comme Eliam qui a un terre à 3,50, c'est pas choquant. Même s'il fait un jump de 0 à 300, eh ben, il peut le faire, tu vois. Mais quelqu'un qui a un max à 200 et qui tente 190 sans warm-up, ça peut mal se passer quand même. Bah même en vrai, 0 à 300, ça peut mal se passer. Non, même Yanis, il l'a fait, c'est passé tranquille. Ouais, mais en fait, tu peux pas prendre Eliam et Yanis Bouchou comme genre des exemples. Genre, tu sais, tout le monde est comme ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais juste en gros pour dire que bah, forcément que déjà faire une barre sans s'échauffer, faire un top single sans s'échauffer, c'est con. On l'a tous fait. Enfin, Romain peut-être pas, mais Eliam et moi, on l'a déjà fait. Et on recommande pas. C'est agréable à faire, c'est kiffant, mais on recommande pas. Comme la drogue. Non, Ça dérape. non et oh, putain. Ouais. Et du coup, je disais, en fonction de, en fonction de votre niveau, faites des jumps conséquents, mais peut-être pas des jumps de fou. Par exemple, les athlètes féminines qui sont dans les KT à moins de 63 et en dessous, eh ben, un gros jump pour vous, ça peut être un jump de 15-20 kilos, tu vois. Et parce que tu vois, en fait, moi, je veux contraster tout ça là avec certaines anecdotes. Genre, il y a un gars que je coachais. Disons que je lui mette un triplet RPE 8. Le gars, il allait faire quoi? Il allait commencer peut-être 30-40 kilos en dessous de ce qu'il pouvait faire en x3 RPE 8. Il allait faire x3 sur chaque barre et monter de genre 5 ou 10 kilos jusqu'à dire, ah ouais, là, je suis RPE 8. Tu vois, donc, tu vois, il y a quand même un moment où, en fait, il faut quand même Ouais, ouais, ouais. l'échauffement, c'est juste de s'activer nerveusement, d'être réchauffé musculairement. Et une fois que ta technique elle est en place, tes muscles qui sont échauffés, en fait, il n'y a rien qui t'empêche de charger ce que tu dois charger pour faire ta barre, genre. Vraiment, Ouais. vraiment, tout. Et ouais, ça me permet de faire le lien avec le nombre de répétitions sur les warm-up. Mais à partir du moment où vous êtes sur votre deuxième barre de chauffe, ou troisième, ouais, disons deuxième, vous n'avez plus besoin de faire plus d'une rep, en fait. Même si À partir de la deuxième, comment? à partir de la deuxième barre de chauffe, pas besoin de faire plus d'une rep. Enfin, ouais. Moi, je trouve ça abusé, hein. Moi, je te mens pas. En général, je fais plusieurs reps, soit barre à vide, soit 70 en fonction de l'exo. Et ensuite, une rep, une rep, une rep, je monte. C'est fini, tu vois. Et là aussi, tu grades du temps. Autant sur le deadlift, je pense que je suis un peu plus d'accord. Autant sur le bench et sur le squat, je pense qu'en fonction de ta morpho, tu peux vite prendre cher, hein. Je sais pas si Eliam il ferait une rep de chaque sur le bench, tu vois. Ah, moi, je fais qu'une rep parce que, en fait, le rep, c'est taxant, tu vois. En fait, littéralement, dans ma tête, je me dis, moins je fais de reps avant d'arriver sur mon top 7, plus je serai fort, tu vois. Et mais là, tu penses pas que c'est du bullshit, c'est une Oh, il croyance. a raison. Il a 120, raison. 120, j'arrive, je fais 2 reps. Tu vois, je sens, je suis déjà un peu pump et tout. Mais deux reps, il est pump, il est fou ce type. Non, Non, mais il a raison. t'as Ça, vu comment il fait chaud, là? T'as vu comment il fait chaud et tout? Genre, ouais. j'ai mes électrolytes, je fais 2 reps, je suis déjà en train de transpirer, genre. Non, 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 non. En vrai, Eliam, il a raison. Et les gens forts vous le diront, il faut faire une rep sur les warm-up. Non, en Moi, vrai, je me désolidarise de ses propos directement. non, peut-être qu'une rep, c'est extrême, tu vois, mais je ressens pas, vraiment pas le besoin, en tout cas au bench, de faire beaucoup de reps, tu vois. Ok, mais sur le squat alors. Sur le squat, ouais, je fais peut-être un peu plus de reps au squat, tu vois, parce que j'ai l'impression que pour être échauffé musculairement, il m'en faut un peu plus qu'au bench. Mais vraiment, au bench, je t'assure que 120, une, deux reps, je me sens déjà prêt, tu vois, à charger 160, 170 plus. Tu Ouais, penses, Eliam, ils vont dire quoi tes ouais. genoux si tu commences à 120 au squat, que tu fais une rep à 120, une rep à 100, enfin, allez, 4 reps à 120, une rep à 170, une rep à 220, une rep à 270. Ça le fait grave. Bah, le jump de 20 de 70, je le sens moins, mais De 20 de 70, j'avoue, c'est bizarre pour l'instant. le plus que j'ai fait au squat, c'est 2,20 de 62. Voilà. Et c'est un plus gros jump que moi, hein. Je me sens humilié. Bah, Après, c'est pas la même longueur de segment aussi, tu vois, ça joue.
Non, mais demain, je vais à la salle, je fais 2,20, 2,65 et après, j'arrête. Après, il arrête le sport carrément, il change de discipline. Je trouve qu'on a passé pas mal de temps sur les warm-up, mais pour moi, il y a d'autres trucs qui sont importants. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer assez vite dessus, même si, à mon avis, c'est un truc sur lequel les athlètes ils perdent énormément de temps. C'est juste le fait de traîner entre les trucs, tu vois. Genre, tu passes d'un Bah exo oui. à l'autre. Tu vois, j'avais fait quelques posts à un moment sur Insta pour en parler, mais tu sais, t'as grave moyen de commencer ta montée en gamme sur le bench, par exemple, pendant que tu es en train de finir ton squat, ou tu vois, ce genre de truc. De ouf. C'est que du coup, en fait, au lieu de reprendre ton échauffement de zéro et de perdre du temps, parce que clairement, tes séries d'échauffement au bench, elles vont pas te faire perdre beaucoup de temps, bah, en fait, tu termines ton squat, tu enlèves tes genouillères, tu t'enlèves tes chaussures. Enfin, tu vois, déjà, tu as eu 3 4 minutes de repos, tu es déjà chaud pour le bench, enfin, tu es prêt à commencer, en fait. En fait, concrètement, faut pas arriver à la salle, tu vois, genre en touriste, tu vois. Faut arriver et t'as un plan. Genre, tu sais déjà un peu ce que tu vas faire dans ta séance. Tu sais à peu près la charge que tu as prescrite ou genre, voilà. Mais faut déjà que tu aies un plan en mode, je vais faire ça et direct, je vais passer au squat et après, je vais aller sur cette machine. Et ça sauve beaucoup de temps, en fait, de pas avoir à réfléchir. Tu vois, c'est pour ça que je disais, même noter les exos que tu fais au warm-up, ça aide vraiment à couper du temps où tu vas chercher sur ton téléphone ou potentiellement tu vas répondre à un message ou un je sais pas quoi. Genre vraiment, savoir ce que tu vas faire, ça paraît un peu bête, mais ça peut gagner vraiment beaucoup de temps, ouais. Moi, il y a un truc duquel j'ai envie de parler, qu'on n'a pas trop abordé pour le moment, c'est genre la prog. On ne prog pas de la même manière pour quelqu'un qui peut s'entraîner 1 heure et demie que pour quelqu'un qui s'entraîne 3 heures, tu vois. C'est clair. Bah oui, de ouf. Et ça, j'ai l'impression que les gens, ils le prennent pas trop en compte. Ils se disent juste, tu vois, quelqu'un qui a 1 heure et demie, bah, c'est juste quelqu'un qui va faire une séance de 3 heures en allant à fond la caisse, tu vois. Mhm. Non, Et en c'est fait, clair. moi, je l'ai vu hyper souvent avec du coup des athlètes qui disaient, bon, bah moi, j'ai jamais eu le temps de finir mes séances, etc. Mais c'est pas grave parce que c'est plus optimal de faire comme ça, etc. Je dis, non, déjà, si la séance, tu peux pas la finir, c'est tout sauf optimal, tu vois, c'est des tiers, maximum. Mm. Ouais, à 100%, bah, au niveau de la programmation, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Déjà, il faut aller à l'essentiel. On peut réduire la fréquence d'entraînement si besoin. En fait, il y a différents types de profils parmi les athlètes qui doivent s'entraîner pas longtemps. Il y a des gens qui peuvent s'entraîner plein de fois dans la semaine, mais très peu de temps, genre moins d'une heure. Et il y a d'autres profils qui arrivent à se libérer un petit peu plus de temps. Donc, par exemple, des séances d'1 heure et demie, 2 heures, mais seulement 3 fois dans la semaine, par exemple. Et tu vas pas procéder de la même manière pour les deux profils. Ouais, bien sûr. Euh, pour celui qui peut se libérer plein de fois un petit peu de temps, bah, celui-là, il va avoir une fréquence un peu plus importante, mais des séances beaucoup moins denses en volume. On va peut-être regrouper les accessoires sur un jour pour qu'ils puissent les supersets ou faire ce genre de choses. Et pour les athlètes qui peuvent s'entraîner uniquement 3 fois, mais des séances un peu plus longues, bah là, on peut avoir un volume un petit peu plus conséquent sur ces entraînements-là, avoir peut-être un peu plus de spécificité dans l'agencement des exercices. Peut-être il y a moyen de caler un SBD, un truc comme ça en 2 heures, ça, il y a pas de problème. Mais du coup, voilà, en fait, même parmi ceux qui ont du temps à gagner, il y a tellement de façons de procéder que je vais sortir la phrase chiante, hein, je vais dire ça dépend. Ouais. En fait, ouais, il y a plein de possibilités, mais j'ai l'impression que on l'omet un peu et tu vois il y a plein d'athlètes qui font le deuil de devenir bon parce qu'ils ont l'impression que de toute manière, pour devenir bon, il faut s'entraîner 3 heures. Non, ceux-là, il faut leur envoyer ce podcast. Non, mais c'est faux. Enfin, qu'on le dise, c'est faux. Pour C'est moi, faux. les athlètes qui ont du mal à progresser, enfin, qui ont vraiment des grosses difficultés à progresser et qui ont l'impression que 1 heure ou 2 heures de plus dans le training, ça va changer leur vie. Pour moi, C'est pas le non, cas. tu vois, c'est le même problème que pour les. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des exercices de réhab. C'est juste que le ciblage, il est mauvais. Et à partir du moment où tu arrives à, tu vas avoir les bonnes ressources au bon endroit, tu n'as plus ce problème, en fait. De Tu vois, ouf. tu vas peut-être avoir un petit peu moins, mais comme disait Eliam, c'est la loi de Pareto. Tu as 20% des trucs qui vont te rapporter 80% des résultats. Donc peut-être que ça fait une différence infime, mais en fait, c'est une différence qui, avec l'intention que tu mets dans tes trainings, avec, je sais pas, la qualité de ton sommeil, de ton alimentation, de ton mindset, etc., c'est des choses qui vont se gommer. Parce que, évidemment, tu cherches à allouer le maximum de ressources à chaque fois si tu as vraiment envie d'optimiser ta progression. Mais tu sais, les gens, parfois, ils se mettent un frein et ils se disent, OK, si je peux pas être à 100% partout, ça veut dire que je vais pas progresser. Alors qu'en fait, peut-être que déjà, si tu es à 80% partout, tu peux très bien progresser et enfin,
corrigez-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi, tout le monde est capable d'être à 80% partout, tu vois. En fait, il faut se défaire aussi de la mentalité, mentalité tout ou rien, tu vois. Où tu es là en mode, tu te dis, si je fais pas tout, donc c'est pas bien. Alors qu'en vrai, juste un peu plus, c'est déjà ça de plus, tu vois. Et des fois, il vaut mieux faire un truc pas optimal, mais toute l'année, que se dire, vas-y, là, c'est l'arc chômage pendant 2 mois, je vais faire 5 heures à l'entraînement et tout, je vais me la donner. Et en plus, là, j'ai un théorème là qui arrête pas de se vérifier, c'est qu'à chaque fois que les gens se mettent en mode chômage et tout, genre pendant une période, genre les 2 mois, Ils sont nuls! ils sont nuls, genre soit ils se blessent avant Ils ou sont nuls, j'en étais sûr. Je voulais en parler. vraiment, même moi ça m'est arrivé, je me suis dit ouais là c'est bon, là je suis au chômage, là ça va. Et en fait, enfin vraiment pas, tu vois. Alors qu'il y a plein de trucs qui sont externes, qui sont des stress extérieurs, qui ont potentiellement l'impression de venir parasiter la pratique du sport, alors qu'en fait ça donne tout l'équilibre dans la routine et tout, et qui fait qu'au final tu satures pas, tu arrives à l'entraînement, tu es un peu en mode ouais ça te coupe, t'es vraiment dedans, tu vois, et qui fait que tu t'arrives à pousser mieux, tu vois. Genre, moi, vraiment, les phases où j'ai le plus progressé et tout, c'est toujours des moments où Tu l'as à tu côté. as pu prédire que là, c'est le moment où je vais être sur la plus grosse progression de l'année, tu vois. Donc, en vrai, arrêtez de vous mettre des bâtons avec la situation et tout ça. C'est sûr qu'il y a des trucs qui ont l'air plus agréables, moins stressants, mais voilà, c'est vraiment pas une fin en soi. Après, le temps, c'est une ressource. On ne peut pas nier le fait que c'est une ressource qui fait que tu as plus de temps. Forcément, potentiellement, tu peux avoir plus de bénéfices, tu vois. Mais Moi, je suis mitigé là-dessus. Parce qu'en fait, les gens, ils gaspillent leur temps. En fait, le temps, avoir du temps, pour moi, c'est une excuse pour pas être productif. En fait, je vais donner un exemple qui va parler à Soulé. Imagine, tu as un projet à rendre pendant 3 semaines. Est-ce que tu vas pas t'y prendre, genre, les 3 derniers jours? ouais, mais là, c'est parce que tu tires le truc, tu vois, à l'envers. Parce que Non. dans l'absolu, quelqu'un qui a vraiment 3 semaines et qui fait vraiment le projet pendant les 3 semaines à fond, il aura forcément un meilleur rendu que le mec qui va le faire en 3 jours. Bah, C'est ça vrai. dépend. Ça Tu vas dépend. dire ça à mon école, hein. Non, mais ça dépend. Est-ce qu'il y a besoin de 3 semaines pour faire le projet? Bah oui, c'est ça la question. Parce que, tu vois, Non, peut-être. ça dépend toujours, mais tu peux pas comparer les bénéfices d'un travail fait en 3 semaines aux bénéfices d'un En truc fait, en en 3 jours. Pour fait, moi, si. pour moi, pour moi, pour moi, hein. Mais ouais, pour moi, la plupart de ceux qui s'entraînent en mode chômage, etc., comme tu l'as dit, ou bien qui font ça à l'année, il y en a beaucoup qui peuvent se le permettre parce qu'ils sont étudiants, qui sont. Enfin, il y a plein de possibilités dans lesquelles on retrouve des athlètes qui s'entraînent 4 heures plus. En fait, juste, tu étales ta séance. Comme Romain il a dit, tu n'es pas productif, tu n'as pas une bonne densité d'entraînement. Et même eux qui ont beaucoup de temps, pour moi, ils divisent par deux leur temps de séance et ils progressent autant, voire mieux. Je pense qu'il progresse même mieux parce qu'en fait, il y a un moment dans ta séance, à part si tu vraiment t'as pris ta tente de camping, que tu as pris ta bouffe, etc. Je suis désolé, mais si tu commences ta séance dans des bonnes conditions, tu peux pas la finir genre bien. Ou alors tu vas avoir une grosse perte de focus entre tes séries, etc. Et à chaque fois, ça va te demander encore plus d'énergie pour te reconnecter, pour refaire tourner la machine. Tu vois, en fait, il y a une forme de. Au début, tu casses l'inertie. Et en fait, si tu prends une pause, tu remets pause sur la machine et après, il faut la refaire tourner, tu vois. Et Et ça, à partir d'un certain moment, si tu n'as pas tes glucides, etc., bah, t'es limite en, comment on dit, en hypoglycémie, voilà. Tu vois, t'es déshydraté, t'as faim. Enfin, pour moi, ça va pas du tout, en fait. Ouais, mais les gars, en vrai, entre le gars là, entre un gars qui a écouté ce podcast, tu vois, imaginons un mec qui n'a pas écouté encore notre podcast là. ouais, Genre, il a une densité d'entraînement claquée. S'il s'entraîne 2 heures vs 4 heures, en s'entraînant 4 heures, il en aura fait 2 fois plus. Enfin, en théorie, tu vois. Genre, Non. c'est pas tout le monde qui, forcément, saura optimiser son temps sur les 2 heures, tu vois. Non, parce que en fait, si on lui donne une deadline plus courte, il va être plus efficace. Je te dis, c'est le même truc que pour le projet. Si on lui dit ça doit être fini à telle heure, il va se dire ok, il faut que je me trace, ou alors au moins, il faut que je sois efficace. Ouais, Alors que si on lui dit t'as tout le temps que tu veux, il va faire n'importe quoi. mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que tout le monde a pas forcément la lucidité d'être efficace en supprimant les bonnes choses, tu vois. Genre, il y a Moi, je quelqu'un. pense que nos athlètes, si. Enfin, que les gens qui écoutent ce podcast, si. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un gars qui va se dire, ah non, j'ai absolument besoin de faire mes 10 barres de chauffe au bench. Et à la fin de la série, de sa séance, il va dire, par contre, le renfort, vas-y, la flemme, et il va partir, tu vois.
Alors que quelqu'un qui est un peu plus smart, il va se dire, vas-y, en fait, c'est vraiment les barres de chauffe que je fais en trop, tu vois, il va en faire moins, il va avoir le temps de faire son renfort, il va être balèze, et après, il aura un bench énorme, il pourra commencer à 170. Et là, c'est super rapide, tu vois, genre. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a quand même. Enfin, tu vois, même en fait, en termes d'intention, le fait de ne pas traîner, par exemple, tu vois, en soi, 10 barres de chauffe, ça prend énormément de temps. Mais si le gars, il est tout seul sur son bench et qu'il prend pas trop de temps entre ses séries, en vrai, en 5 minutes, ça peut être bouclé. Donc, c'est pas là où il perd du temps. D'accord. C'est plus parce que les gens, ils aiment trop. En fait, ils perdent du temps à l'entraînement comme ils perdent du temps dans leur vie. Tu vois, là, ça y est, je vais lâcher un coup de gueule. Mais les gens, ils passent 4 heures par jour sur TikTok, sur Instagram, etc. En fait, ils font la même chose à la salle. Tu vois, ils ont plus du tout d'attention. Ils sont incapables de rester focus 2 heures sur la même chose. Ouais. Alors que tu vois, si on leur dit non, là, t'as pas le choix, il va se dire ok, peut-être je pose mon téléphone où il me sert que à faire minuteur. Et là, je vais être efficace. Tu vois, je vais arrêter de faire de la merde. Ouais, non, c'est clair. Et puis même des fois, même moi, tu vois, volontairement, je me mets dans des situations. Tu vois, des fois, j'ai du mal, j'avoue, à être efficace en entraînement. Des fois, je me mets dans des situations où j'ai pas le choix, tu vois. Genre, je sais, par exemple, la salle, elle ferme à 21h. Je vais faire exprès de venir à 19h passé, tu vois, et me dire là, je suis obligé de faire ma séance. Et tu vois, ça me met dans un état d'adrénaline. Je suis obligé d'aller vite, tu vois. Et quand c'est comme ça, à chaque fois, je suis tout le temps productif de ouf, tu vois. Ouais, moi je vois ce que tu veux dire. En fait, moi j'aime pas être pressé. Tu vois, j'aime pas devoir me dire, ok, il faut que je me dépêche, je regarde tout le temps le chrono, etc. Parce que je trouve que genre, c'est une charge mentale de plus. Mais juste, j'essaie d'éviter le temps perdu, tu vois. Parce que j'ai d'autres choses à faire et juste, c'est relou. Oui. Bah voilà. Est-ce que vous avez d'autres astuces pour gagner du temps, vous? Honnêtement, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une longue liste. Je pense qu'un jour, ce que je vais faire, c'est que je vais coucher tout ça sur papier et que je vais tourner une vidéo sur le sujet, tu vois. Genre un espèce de guide pour gagner du temps dans ces séances. Je pense que, en fait, tu sais, j'avais posté enfin, la story hier là, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient cette problématique. Ouais, de ouf. Et je pense qu'il y a plein de petits tips qu'on peut donner qui peuvent aider énormément les gens. Donc, je pense que je vais me choper une déterre et je vais me faire un plan là. Je vais noter toutes mes astuces et on va donner ça sur YouTube. Moi, quand même, je veux parler quand même sur les assists. J'ai dit au début qu'on pouvait les skip. Tu vois, c'était une blague, hein. Mais ah, Depuis tout à l'heure, ça lui pèse sur la conscience, il n'osait pas le dire. je Fais rigolais. gaffe, il y a En vrai, Roman, il va la veste. il y a vraiment une façon de faire ces assists en prenant moins de temps. Tu vois, il y a des techniques, tu vois, des techniques d'intensification pour passer moins de temps sur les assists. Tu vois, de faire des supersets, des myoreps. Enfin, il y a plein de façons. Si tu as moins de temps pour faire les assists, tu veux peut-être même de faire moins de séries, mais de les pousser plus Ouais. à l'échec, tu vois. Mais vraiment, il y a plein de façons que de se dire non, j'en ai pas besoin, je rentre chez moi, tu vois. Bah, d'autant plus que, enfin, honnêtement, au 21e siècle, quand tu as des machines avec des trucs guidés, bon, encore une fois, Soulé, il n'est pas d'accord, il préfère s'entraîner sur des barres rouillées en XURSS, tu vois. Mais genre, ça prend 2 secondes de s'échauffer et tu peux littéralement bâcler, enfin, tu vois, tu peux avoir un travail productif. Imagine, tu veux bosser tes pecs, tu es sur une chest press. En vrai, en 5 minutes, tu peux faire quelque chose de hyper productif, tu vois. Je te dis pas que c'est optimal, mais tu vois, comme on a dit tout à l'heure, tu vas peut-être faire 80% du taf, et c'est ce petit 80% là qui, chaque semaine à l'année, fait une grosse diff à la fin de l'année, tu vois. Yep, je suis d'accord. Ok, bah Ouais. top. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous vouliez ajouter? Ok. Bah écoutez, merci beaucoup les gars pour votre intervention encore une fois sur le podcast. Et du coup, voilà, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode.